Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. En cette semaine spéciale radio communautaire, notre dossier du jour sera consacré aux langues locales. Comment booste-t-elle l'audience des radios au Rwanda? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, le procès Blaise Compaoré a repris ce jeudi devant la Haute Cour de justice de Ouagadougou. L'ancien président burkinabé ainsi que 6 ministres qui vivent en exil sont jugés par contumace. Et puis 23 millions d'électeurs algériens étaient appelés aux urnes ce jeudi pour renouveler leurs députés. Il s'agit de la première élection depuis le début de la chute des prix du baril de pétrole. Avec nous sur ce plateau pour en parler un invité, M. Jean-Claude Moulinda-Abi. Bonsoir. Bonsoir Graziella, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Face à lui, notre cher éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Mais bonsoir Graziella, c'est un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau. Ça faisait presque un siècle que je ne vous avais pas retrouvé. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci Alfred. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'audience n'a duré que quelques heures. Le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et des ministres de son dernier gouvernement, ouvert le 27 avril 2017 devant la Haute Cour de justice de Ouagadougou, a repris ce 4 mai. Ils sont jugés pour leur responsabilité présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est un reportage de notre correspondant Paul Ouedraogo. Le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré est de nouveau renvoyé au 8 mai 2017. Après avoir été suspendu 2 fois 15 minutes dès l'ouverture de l'audience, la Cour, sur une première exception, a fini par accéder à la requête des avocats commis d'office pour la défense des anciens ministres Baba Ama et Baba Dem, 2 des 31 co-accusés dans ce dossier unique. Ceux-ci ont prétexté n'avoir pas eu un temps minimal nécessaire pour la prise de connaissance des dossiers de leurs clients. Le dossier est renvoyé, je préfère qu'on prenne acte. Et quand on commencera à examiner le dossier au fond, on pourra se rencontrer. Parce que les dossiers du genre sont très délicats, impliquant le politique, impliquant le social, impliquant le juridique, en sorte que surtout le doyen que je suis, je dois être prudent pour ne pas ouvrir une brèche à un dérapage. Et à propos d'une autre exception, ce sont les avocats des prévenus qui, d'une façon unanime, ont dénoncé la composition irrégulière de la Cour, conformément à la loi organique. À ce niveau, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête. Pour le président Blaise Compaoré, la messe est dite, la décision est nulle, et donc il n'est pas possible qu'il puisse être sanctionné par cette juridiction, si tant est que l'affaire se poursuivait. Après avoir attendu 30 mois sur la table, le dossier de l'insurrection est en passe de connaître son épilogue suite à ce procès. Rappelons que les prévenus sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et complicité de coups et blessures volontaires. Ils sont jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré. Alors Alfred, tout d'abord, la procédure engagée par la Haute Cour de justice de Ouagadougou porte sur 7 morts et 88 blessés. Pourtant, le bilan officiel de cette insurrection fait état de 24 morts et de 625 blessés. Comment l'expliquer? Alors, d'après ce que l'on en sait, est-ce que la Haute Cour laisse entendre, ce sont les 7 morts et les 88 blessés par balle qui relèverait directement de la responsabilité du régiment spécial présidentiel et donc du gouvernement de l'époque. Que les autres auraient été blessés dans les manifestations, que les autres morts aussi étaient des victimes qui ne relèveraient pas de ce cas-là. Je crois effectivement que la Haute Cour se facilite un peu la tâche en évitant justement d'élargir le spectre justement des victimes. Ça, c'est une première observation. En même temps, les représentants des victimes, alors, se sont fait une raison de cette décision. L'essentiel est que le procès se tienne et qu'il aille jusqu'au bout. D'ailleurs, pour certains, même l'absence de Blaise Compaoré ne pose pas de problème tant que le procès peut avoir lieu et donc aller jusqu'au bout dans la vérité, dans la transparence et vraiment
dans l'équité de traitement de tous les prisonniers. Alors, Jean-Claude, que risque concrètement l'ancien président burkinabé en tant que citoyen ivoirien désormais? Bon, comme on le sait, le chef de l'État, c'est quelqu'un vraiment, comme on aime le dire, c'est quelqu'un qui occupe une responsabilité, la magistrature suprême. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, qui, à l'époque des faits, au nom du peuple, aurait dû justement représenter cette magistrature suprême de la meilleure manière. Et comme le disait Alfred, maintenant ce qu'attend le peuple, c'est la vérité. Et la Cour, qui dans toute son indépendance doit prendre ses responsabilités justement pour établir clairement cette vérité, et le peuple, c'est tout ce qu'il attend. Alfred? Alors moi je dirais, au fond, la ficelle est assez grosse, que Alassane Dramane Ouattara ait choisi d'accorder la nationalité ivoirienne au beau Blaise Compaoré, pour lui éviter justement de répondre de ses actes devant la justice donc du Burkina Faso. Quand on sait effectivement que Blaise Compaoré l'avait soutenu au moment où il y avait cet embrasement de la Côte d'Ivoire, donc il y a eu là comme une sorte d'échange de bons procédés. On rappelle d'ailleurs que le droit communautaire exige normalement de la Côte d'Ivoire d'extrader Blaise Compaoré. On se demande finalement quelles sont les motivations de la Côte d'Ivoire, pourquoi elle ne le fait pas. Alors ça, c'est le droit communautaire, évidemment, qui est supérieur au droit national, mais la Côte d'Ivoire excipe du fait que dans sa constitution, dans sa loi, il n'existe pas de principe d'extradition entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc il y a là, j'allais dire, un conflit de juridiction, de compétences, finalement, qui arrange presque tout le monde, puisque on voit bien que la justice burkinabé n'insiste pas beaucoup trop justement sur le fait de faire venir Blaise Compaoré. Mais on a entendu aussi l'avocat de Blaise Compaoré, maître Olivier Sûr, dire mais au fond, cette cour n'a pas évoqué la question de priorité constitutionnelle, la QPC, pour dire mais que Blaise Compaoré ne peut pas être jugé par cette haute cour. Et une fois de plus, d'ailleurs, ce procès a encore été renvoyé du coup au 8 mai prochain. Jean-Claude, qu'est-ce qui explique ces reports successifs finalement? Je pense que non seulement le monde des juristes, mais aussi tout le monde qui suit de près les procédures dans ce domaine-là, on a cette habitude. Il y a ce jeu qui vient toujours mené par les avocats, pour mener du temps, pour réfléchir, et pour bien préparer, pour mûrir la défense. Exactement. Ce n'est que normal. Le plus important, c'est qu'au fin de fin, on puisse avoir justement le verdict. Mais là, on est sur quelque chose de très sérieux. C'est que ce sont des vies humaines perdues, même si c'était une seule vie humaine qui est perdue. En tout cas, il n'y a pas de prix. Il faut que la justice soit rendue. Merci Jean-Claude. Je vous le disais en titre, 23 millions d'Algériens étaient appelés à voter pour renouveler les députés ce jeudi 4 mai. Les 12 000 candidats en liste pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire connaîtront leur sort ce vendredi en fin de matinée. Fanny Monéché. Législative ce jeudi en Algérie. Quelques 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Un scrutin dont l'enjeu principal est le taux de participation. Des appels au boycott et une campagne terne prédisent une abstention élevée à l'instar des 2 dernières législatives. Actuellement, les Algériens ne votent pas pour les élections parlementaires, les élections législatives. En 2012, le taux de participation officiel a été de 43%, mais selon l'opposition, il était de 23%. Et cette fois-ci, le Parlement a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas su contrôler le gouvernement, n'a pas su créer des commissions d'enquête sur les affaires de corruption, n'a pas su faire un travail
travail politique comme il était entendu et attendu des Algériens. Le scrutin ne devrait pas bouleverser l'ordre politique et la domination des deux partis de l'alliance présidentielle au pouvoir, le Front de libération nationale du président Abdelaziz Bouteflika et son allié, le Rassemblement national démocratique. Mais après avoir essuyé un revers il y a 5 ans, les partis islamistes espèrent bien rebondir. Ils présentent 2 coalitions à cette élection. Les partis islamistes se sont regroupés en 2 blocs. Il y a le bloc Al-Adala al-Nahda et le Bina qui est mené globalement par Al-Jabla. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement de la Société pour la paix qui est mené par Abdelazak Makri. Les 2 blocs voudraient arriver, même s'il n'y a pas de coordination entre eux, à une posture plus avancée au Parlement. Actuellement, ils sont la 4e ou la 5e force politique. Une haute instance indépendante de surveillance des élections a été instituée par la Constitution. Son président a multiplié les assurances quant à l'intégrité de l'élection, alors que le président Abdelaziz Bouteflika a appelé l'administration à l'impartialité. Alors Alfred, on l'a dit dans le reportage, l'enjeu principal de ces élections, c'est la participation. Les observateurs redoutent un taux assez faible. Qu'est-ce qui explique finalement le désintérêt du peuple algérien pour ces élections ? Mais Graziella, c'est depuis 1962 et l'indépendance de l'Algérie que la situation politique algérienne est tenue par le Front de libération nationale, le FLN, qui ne laisse pas assez d'espace à l'opposition jusqu'aux ouvertures des années 90 et à la guerre civile qui s'en était suivie et au retour aux affaires de Abdelaziz Bouteflika. On a assisté justement à cette captation du pouvoir par le FLN. Aujourd'hui, l'opposition est pratiquement muselée et fatiguée, et donc du coup, ne participe presque plus à ces scrutins. En fait, la lassitude du peuple algérien est liée au fait que c'est le même parti qui monopolise tous les rouages du pouvoir, même le semblant de parti Rassemblement national démocratique, mais qui est aussi une émanation du FLN, ne trompe personne et que donc justement, au fond, le peuple algérien se dit quoi qu'on fasse, ce sera toujours les mêmes qui seront au pouvoir et donc il y a ce désintérêt, mais vraiment de la politique. Alors, c'est important de noter quand même qu'il s'agit de la première élection depuis la chute des cours du pétrole. La conjoncture économique est assez difficile. Jean-Claude, l'opposition aurait peut-être dû profiter de cette situation, mais non, elle a choisi le boycott. Justement parce qu'il n'y a pas d'espoir que ces élections pour l'opposition, puis que ces élections puissent se dérouler de manière libre et transparente. Donc, du coup, justement, quand on n'a pas cet espoir que son vote va compter, que sa voix va être prise en compte, justement, il y a ce désintérêt. Mais l'Algérie, comme la plupart des pays africains, malheureusement, il y a toujours ce climat où on attend toujours la vraie démocratie. Regardez même l'image que donne ce pays. Ça fait combien d'années que le peuple se demande si, au niveau de la santé du président, ce n'est un secret pour personne, on se demande, un président invisible, il est malade, tout le monde le sait, mais il y a ce climat-là qui plane sur un pays, donc du coup, qui tient les rênes du pouvoir. Le peuple n'en sait rien, et s'il y a ce désintérêt, on peut comprendre. Alors, plusieurs partis, quand même, ont décidé de participer à ces élections, Alfred, notamment les islamistes qui signent leur grand retour. Est-ce qu'ils peuvent espérer finalement faire mieux qu'en 2012 avec les 2 coalitions qui les représentent cette fois-ci? Je crois que les partis islamistes vont servir de faire valoir, au fond, au FLN, qui vont leur laisser quelques miettes et puis ils seront, comme d'habitude, majoritaires au Parlement. Et donc, on essaie d'amadouer un tout petit peu pour montrer l'ouverture du FLN, mais en réalité, tous les rouages, tous les rênes du pouvoir vont rester dans les mains du FLN. Quand on sait effectivement aussi que l'Algérie est en proie toujours à cette lutte contre le terrorisme de manière quasi permanente, on comprend effectivement qu'il y a un petit clin d'œil aux islamistes pour que, ils reviennent un peu dans le jeu pour calmer les ardeurs des djihadistes. Mais
je ne suis pas certain qu'ils remporteront, comment je dirais, des députés qui seront vraiment représentatifs au sein de ce Parlement algérien. Merci Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.